Bonjour et bienvenue à cet apérophone. Comme vous le savez, Faune France est un portail internet de sciences participatives qui est lié à l'appli mobile naturaliste et qui permet de partager ses observations, d'explorer près de 140 millions de données et de contribuer ainsi utilement à la connaissance et la protection de la biodiversité. La LPO propose des apérophones tous les premiers lundis du mois à 18 heures sous forme de webinaire auxquels vous pouvez prendre part en direct. Les thématiques sont variées et concernent les aspects pratiques de l'utilisation des outils de saisie ou alors des sujets naturalistes. Ces sessions sont enregistrées et consultables sur la chaîne YouTube de la LPO. Le thème du jour est relatif au programme EPOC et est présenté par Jérémy Dupuis, qui est le coordinateur national du projet à la LPO France. Bon webinaire! Merci Heike. Juste pour me confirmer que vous voyez bien mon écran en plein écran. On va donc discuter ce soir du dispositif EPOC. Donc le dispositif EPOC, c'est un protocole de suivi des oiseaux communs, donc vous commencez à connaître maintenant. Donc EPOC, c'est pour estimation des populations d'oiseaux communs. Euh, Donc, on va commencer par un petit peu d'histoire. Donc, moi, je suis arrivé à la LPO en décembre 2016 et assez rapidement, donc, j'ai pris en charge l'animation de dispositifs d'acquisition de connaissances sur les oiseaux communs. Et à la suite de l'Atlas des oiseaux de France métropolitaine qui avait été publié en 2015, on s'est aperçu qu'il manquait un dispositif robuste pour estimer les effectifs nicheurs d'oiseaux communs. Euh, donc, par exemple, répondre à des questions qui peuvent paraître comme ça assez simples. Donc, combien de couples de pigeons ramiers se reproduisent sur le territoire national? Ou quel est, par exemple, le top 3 des espèces les plus abondantes de France? Donc, ces questions comme ça peuvent apparaître relativement simples. En revanche, pour y répondre, ça demande la mise en place de méthodes de collecte de données sur le terrain qui sont relativement compliquées et notamment aussi des phases d'analyse de données derrière qui sont aussi particulièrement compliquées. Donc la méthode qui avait été utilisée pour essayer de répondre à ce type de questions dans le cadre de l'Atlas des oiseaux de France métropolitaine, elle reposait en grande partie sur le dire d'experts et aussi, et donc par une méthode qu'on a appelée la méthode des deux moyennes. Donc l'objectif, c'était dans une maille de 10 km de côté, d'essayer d'estimer l'abondance de toutes les espèces d'oiseaux nicheurs dans des classes d'abondance. Donc les quatre classes de distance, les quatre classes d'abondance donc sont les suivantes. Il fallait estimer s'il y avait entre 1 et 9 couples, entre 10 et 99, entre 100 et 999, ou entre 1000 et plus de 1000 couples. Donc c'était relativement euh, simple comme ça sur le papier à faire, sauf que voilà, on se rend compte assez facilement que sur une maille de 100 km², sans forcément appliquer de méthode particulière de collecte de données, c'est pas forcément simple d'arriver à reclasser une espèce dans l'une ou l'autre classe d'abondance. Donc voilà, une méthode efficace, mais soumise à de nombreux biais méthodologiques, parce qu'en effet, il n'y avait pas forcément de protocole de suivi de la maille qui était donné dans la méthode. Donc, c'est-à-dire qu'un observateur pouvait, pourquoi pas, échantillonner à l'intérieur de sa maille différents habitats, et comme ça après extrapoler à l'échelle complète de la maille, alors que d'autres, au contraire, pouvaient simplement aller visiter 3, 4 fois la maille et faire aussi leur estimation. Donc on était vraiment sur des données très hétérogènes suivant les observateurs. Et en plus de ça, bon, ça c'est pas forcément lié à la méthode, mais on avait eu un taux de réponse de cette méthode qui était très hétérogène sur le territoire. C'est-à-dire qu'on a vu des territoires entiers qui avaient répondu et d'autres qui n'avaient pas du tout répondu. Donc lorsqu'on a extrapolé les résultats à l'échelle de la France, ça a injecté également un biais parce que, par exemple, dans la région méditerranéenne, on n'avait quasiment pas de mailles avec l'application de la méthode. Donc pour toutes les espèces inféodées au biome méditerranéen, c'était très compliqué d'avoir des résultats robustes.
Donc assez rapidement, début 2017, on a mis en place cette méthode des époques, donc estimation des populations d'oiseaux communs. Et donc le premier époque a dû être réalisé autour du 1er mars 2017. Donc cette méthode est assez simple pour collecter des données standardisées à large échelle dans le cadre des sciences participatives. Donc la méthode a été développée dès le départ en collaboration avec le Muséum national d'histoire naturelle et donc nos partenaires avec lesquels on travaille notamment sur le stock donc de Viginature. Et donc ce protocole est basé sur la réalisation de points d'écoute de 5 minutes durant lesquels chaque individu détecté va être identifié, va être compté et aussi localisé précisément sur un fond de carte. L'idée étant de faire à peu près la même méthodologie que pour le stock EPS, donc c'est-à-dire de faire des points d'écoute de 5 minutes et de localiser précisément les individus sur la carte afin d'estimer une densité en fonction des espèces et en fonction des habitats que l'on base notamment sur la méthode du distance sampling. Et donc pour l'inventaire, aucune contrainte de lieu, d'heure de la journée ou de réplica, c'est-à-dire que l'observateur peut réaliser ses époques où il veut et quand il veut, et il n'est pas obligé, à la différence d'autres protocoles comme le stock, de revenir plusieurs fois sur le même point, voire de revenir plusieurs fois au cours des années qui se succèdent. Donc voilà, un protocole qui est basé sur une collecte de données sur le terrain standardisé, mais par contre sans plan d'échantillonnage, avec une liberté totale pour les observateurs. Et donc le succès fut assez immédiat. Donc dès la première année, on a collecté à peu près 9000 époques. Et puis rapidement, on a eu une croissance linéaire avec donc l'année 2020, donc, qui était l'effet du confinement, où on a eu vraiment plus de 40 000 époques qui ont été réalisées sur le territoire. Puis après, on a eu en 2021, 2022, 2023 un retour à la normale. Et donc là, on a un certain tassement autour de 30 000 époques réalisées tous les ans, ce qui fait un total, malgré tout, de 220 000 époques réalisées depuis le lancement en 2017. Donc on est sur un dispositif de collecte quand même assez massive de données. Euh, donc là, on voit sur la carte, on est sur une visualisation des données collectées sur une année. Donc si je me souviens bien, c'est 2021. Mais bon, là, si j'avais mis tous les époques sur la même carte, on aurait une couverture encore plus complète. Mais on voit que le fait de laisser libre les observateurs d'aller faire des époques où ils veulent, on se retrouve à avoir vraiment des régions de France où on a un peu moins de participation. Donc ce dispositif époque ressemble au dispositif stock EPS, mais par contre, ils n'ont pas la même question initiale. Donc c'est-à-dire que le stock EPS, lui, sa question, c'est d'essayer de déterminer des tendances démographiques des populations d'oiseaux communs sur le territoire. Donc, c'est-à-dire savoir si les espèces, au cours du temps, elles augmentent, elles diminuent ou si elles sont stables. Donc voilà, par exemple, le stock EPS nous permet de dire que pour l'alouette des champs, on est sur un déclin proche de 26% depuis 2001. Également, le stock permet de calculer des indicateurs de tendance liés à des groupes de spécialistes d'oiseaux. Donc, par exemple, on a les espèces spécialistes des milieux agricoles, des milieux bâtis, des milieux forestiers, mais également le groupe d'espèces qu'on qualifie de généralistes, c'est celle que l'on va retrouver un petit peu partout. Et donc, c'est le stock qui nous permet de dire que les espèces dites spécialistes des milieux agricoles ont diminué de près de 40% depuis les années 90, 33% pour les espèces des milieux bâtis, alors que pour les espèces des milieux forestiers, on est plutôt proche de la stabilité. Et les espèces généralistes, elles, au contraire, ont eu tendance un petit peu à augmenter. Donc voilà, ce dispositif stock, on est vraiment sur de la tendance. Et c'est d'ailleurs un dispositif fondamental de la surveillance de la vie faune terrestre. Donc c'est vraiment notre dispositif, on va dire, le plus important pour surveiller les populations d'oiseaux communs.
Un autre dispositif que l'on utilise sur les oiseaux en général et les oiseaux communs, c'est aussi ce qu'on appelle l'atlasing, en fait, c'est-à-dire la démarche de réaliser des atlas. Donc, en s'appuyant sur les données de sciences participatives qui sont collectées de manière quotidienne sur le territoire, on peut réaliser des cartes de répartition en période de reproduction, mais aussi en période d'hivernage. Et tout ça, ces dernières années, est concaténé dans le projet Oiseaux de France, qui est donc l'Atlas digital, qui est basé sur les données de sciences participatives. Donc, on peut désormais faire une mise à jour des aires de répartition en temps réel, c'est-à-dire que lorsque vous allez collecter une donnée sur le terrain avec un code de nidification, cette donnée va alimenter automatiquement la carte de répartition de l'espèce sur Oiseaux de France. Ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on réfléchit à l'échelle des oiseaux communs, mais finalement, sur la question des répartitions, des distributions, on a donc les démarches d'Atlas, celles que nous faisons depuis maintenant plus de 40 ans à l'échelle nationale, mais aussi à des échelles régionales avec les Atlas. Donc on voit que sur une situation à la sortie de l'Atlas des oiseaux de France métropolitaine de 2015, on avait le stock pour les tendances, l'Atlas pour la répartition, mais on était un petit peu orphelin d'un dispositif robuste pour les effectifs nicheurs. Aujourd'hui, ben, je dirais la boucle est bouclée et on a trois dispositifs qui répondent à trois questions spécifiques sur les oiseaux communs. Et donc, on peut se satisfaire de cette situation-là. Donc, comme je le disais un peu en introduction, même si la question peut paraître assez simple comme ça sur le papier, ça demande malgré tout une expertise en termes d'analyse de données qui est particulièrement importante. Et cette expertise, on est allé la chercher par l'intermédiaire d'une thèse CIFRE. Donc les thèses CIFRE, ce sont des thèses qui sont co-encadrées par un institut de recherche et par des représentants, on va dire, d'associations ou du milieu professionnel. Donc dans notre cas, nous avons obtenu un financement CIFRE pour réaliser une thèse sur l'estimation des tailles de population des oiseaux communs en France par les données de sciences participatives. Donc cette thèse a été réalisée par Jean Nabias de 2021 à 2024, co-encadrée donc par la LPO, le CESCO, donc qui est le CNRS situé au Muséum national d'histoire naturelle à Paris, l'OFB et l'INRAE. Oui, cette thèse époque fait suite en fait à un stage de M2 qui avait été mené par ce même Jean Nabias qui avait analysé dans un premier temps les données époque, donc de 2017 à 2020, donc plusieurs milliers d'époques. Et Jean avait essayé à partir de ces données-là, donc il n'avait pas de structuration spatiale, c'est-à-dire qu'on avait vraiment utilisé les époques réalisées par les observateurs, donc sans plan d'échantillonnage, vraiment, où les observateurs avaient réalisé des points. Et bien Jean avait mis en évidence que la méthode, elle était performante pour estimer des effectifs nicheurs, mais par contre, on avait une hétérogénéité spatiale des époques et notamment une surreprésentation de certains habitats. Donc, comme vous le voyez sur cette représentation, vous avez en bleu des habitats, la proportion en fait de surface, donc c'est en ordonnée d'habitats dans la réalité, donc vraiment ce qu'on trouve sur notre territoire, et la proportion d'époques réalisées dans ces habitats-là. Et on peut voir que il y avait une surreprésentation d'époques dans les milieux urbains par rapport à ce qu'on retrouve réellement sur notre territoire, et inversement, une sous-représentation du nombre d'époques dans les zones agricoles par rapport à ce qu'on retrouve sur notre territoire. Donc, en utilisant ces données-là, uniquement ces données-là d'époque, on a tendance à échantillonner davantage les zones urbaines plutôt que des zones agricoles. Ça s'explique assez bien, vu que les gens, les observateurs, ben, réalisaient beaucoup d'époques autour de chez eux, même des fois dans leur jardin. Ce qui fait qu'une proportion relativement importante de époques qu'on avait collectées était ben, dans des zones urbaines.
Ben, ce qui fait que pour des espèces d'oiseaux communs, finalement, on se retrouvait à avoir, ben, par exemple pour la mésange charbonnière, la mésange bleue, pour le pinson des arbres, etc., ben, une surreprésentation de ces espèces-là dans des milieux urbains par rapport aux zones plus naturelles. Donc la conclusion du stage de Jean a été de dire ben, qu'on avait un besoin d'un dispositif plus standardisé avec un plan d'échantillonnage. Finalement, de rajouter un peu de complexité et de structuration dans le dispositif époque pour qu'on puisse finalement obtenir des estimations de taille de population d'oiseaux communs représentatives des grands contextes environnementaux du territoire. Donc en 2021, on a lancé les époques ODF, donc une déclinaison des époques avec une structuration spatiale. Donc on a réalisé un tirage aléatoire de points d'écoute sur tout le territoire, donc c'est-à-dire que dans chaque département de France, sur la période 2021, 2022, 2023, on tirait au sort 10 mailles de 10 km de côté, et dans ces mailles de 10 km de côté, les observateurs devaient réaliser 5 époques ODF qui étaient positionnées précisément à un endroit en particulier. Sur ces époques ODF, les observateurs devaient revenir trois fois par printemps, donc pour essayer de coller à la phénologie de reproduction des différentes espèces, donc un passage en mars, un passage en avril-mai et un passage en mai-juin. Et ces passages étaient constitués de trois époques successives. Donc l'observateur restait 15 minutes par point en faisant trois points de 5 minutes successifs, les différents points étant indépendants les uns des autres. Donc c'est-à-dire que au bout des 5 premières minutes, l'observateur clôturait sa liste et recommençait un nouveau point de 5 minutes et donc potentiellement renoter plusieurs fois les individus qu'il avait pu contacter au point d'avant. Donc, la différence entre les deux dispositifs, donc le dispositif époque et le dispositif époque ODF, eh bien, finalement, il repose sur un compromis. Donc, sur les époques, comme on est beaucoup moins contraignant en termes de protocole, ben, on augmente la quantité de données collectées. Par contre, sur l'aspect structuration spatiale, ben, on n'est pas très bon. En revanche, sur les époques ODF, au niveau structuration, ben là, on est idéal vu qu'on est sur un tirage aléatoire sur tout le territoire. Par contre, la contrainte de retourner à un endroit en particulier plusieurs fois dans le printemps fait que la quantité est inférieure. Donc sur cette période 2021-2023, donc à peu près 4000 époques ODF ont été faites. Et pendant la même période, un peu moins de 100 000 époques ont été réalisées sur le territoire. Donc, deux papiers scientifiques ont été publiés dans des revues à comité de lecture. Donc, le premier, sur lequel nous avions communiqué il y a quelque temps, était vraiment le papier qui publiait les estimations d'effectifs nicheurs à partir des données d'époque ODF, pour le coup, donc uniquement des époques ODF. Et cet article mettait aussi en évidence que pour les espèces pour lesquelles la probabilité de détecter l'espèce était faible, les estimations qui étaient basées sur des méthodes plutôt basées sur le dire d'experts avaient tendance à sous-estimer les effectifs nicheurs. Donc lorsqu'on regardait par exemple les effectifs nicheurs publiés dans l'Atlas des oiseaux de France métropolitaine, pour des espèces comme la fauvette à tête noire, pour des espèces comme la fauvette des jardins, etc., on avait tendance à sous-estimer ces effectifs nicheurs, ben, tout simplement parce que les observateurs ne prennent pas en considération la probabilité de détection des espèces. Donc c'est tout à fait logique finalement, parce que lorsque vous allez sur le terrain, vous allez entendre deux, trois fauvettes à tête noire, par exemple, chanter. Donc vous allez dire, il y a trois fauvettes à tête noire ici, à cet endroit-là. Sauf que nous, avec la méthode qu'on a utilisée dans les époques ODF, à la fois du distance sampling, c'est-à-dire d'estimer la distance entre l'oiseau qui a été détecté et l'observateur, mais également en faisant les trois réplicas, c'est-à-dire pendant mon premier réplica,
ma fauvette à tête noire, elle chante. Pendant le deuxième, elle n'a pas chanté. Pendant le troisième réplica, elle s'est remise à chanter. Et bien, grâce à ça, on arrive à évaluer une probabilité de détection de l'espèce. Et donc, on corrige les observations, entre guillemets, réelles, ce qu'on a réellement entendu ou observé, par une probabilité de détection. Et donc, on peut se retrouver de 3 fauvettes à tête noire réellement entendues, réellement observées, à en réalité 7 ou 8 fauvettes à tête noire qui sont à cet endroit-là. Le deuxième papier publié par Jean a été tout juste accepté et lui, il se base plus sur la combinaison des données d'époque ODF et des données d'époque. Donc, ce papier met en évidence que en utilisant les époques, on arrive à préciser les estimations réalisées avec les époques ODF, voire même à obtenir plus d'estimations pour plus d'espèces avec les époques, car on va augmenter le jeu de données. Donc, comme on le voyait juste avant, hein, on avait 4000 époques ODF pour 94 000 époques. Donc, avec nos 4000 époques ODF, pour certaines espèces, on n'arrivait pas forcément à obtenir des résultats robustes. Des espèces qui étaient un peu localisées, pas très communes, on n'avait pas suffisamment de données dans les époques ODF pour sortir quelque chose. Mais en ajoutant les époques, en combinant avec les époques, ben là, on augmente le jeu de données et du coup, on arrive à sortir des résultats pour ces espèces-là. Donc, le papier sera édité très, très prochainement. Et donc, bon, je ne vais pas poser la question parce que vous ne pouvez pas me répondre, mais donc voici le podium en fait des espèces les plus communes sur notre territoire à partir de ces données des époques. Et donc en troisième position, on retrouve le pinson des arbres avec une estimation autour de 7,3 millions de couples. En deuxième position, on a le rouge-gorge avec environ 8,5 millions de couples. Et la première place du classement, c'est donc la fauvette à tête noire avec 9,5 millions de couples. Donc finalement, on retrouve un podium euh, relativement attendu, même si le podium des espèces les plus abondantes obtenues avec les données de l'ancien atlas, ben, en fait, on retrouve à peu près, enfin, on retrouve quasiment les mêmes espèces, mais dans un ordre un peu différent. Donc on voit que lors du précédent atlas, on avait le pinson des arbres en tête devant le rouge-gorge et la fauvette à tête noire. Donc là, c'est la fauvette à tête noire qui a pris le leadership devant le rouge-gorge et le pinson des arbres. Voilà. Donc, grâce à ces données d'époque et d'époque ODF, grâce à l'investissement de centaines, voire de milliers d'observateurs sur le terrain, on arrive aujourd'hui à avoir un dispositif particulièrement robuste, avec une méthode qui a été publiée, doublement publiée dans des revues scientifiques. On arrive à obtenir des effectifs nicheurs pour une soixantaine d'espèces d'oiseaux. Et donc tout l'intérêt de ce travail-là, ben, c'est que par exemple dans 10 ans, si on veut refaire une mise à jour, on peut réappliquer exactement la même méthode, refaire exactement les mêmes analyses, et on aura de nouvelles estimations qui seront tout à fait comparable avec celle qu'on a sortie ces 2 dernières années. Donc les époques, comment ça marche? Donc c'est un relevé standardisé sans contrainte, donc c'est-à-dire c'est des points d'écoute fixes de 5 minutes. Comme je le disais, on contacte tous les oiseaux possibles. En fait, on détecte à l'oreille et à la vue les oiseaux durant les 5 minutes. On les identifie, on les dénombre et on les positionne précisément sur le fond de carte. Et donc tout l'intérêt des époques, c'est de pouvoir les faire quand on veut, où on veut et toute l'année. Euh, et donc l'intérêt des époques, c'est de pouvoir les faire à la fois sur des sites d'intérêt, par exemple lorsqu'on est en montagne, lorsqu'on est en forêt, lorsqu'on est dans une zone humide, mais aussi de les faire en zone urbaine ou dans des zones agricoles qui sont ben, sur le papier un peu moins attractives. Et donc nous, à la LPO, depuis maintenant quelques années, on recommande à tous les observateurs de finalement utiliser les époques comme étant un peu le mode de saisie standard pour faire leurs observations de terrain. Alors malgré tout,
Les points d'écoute, ça paraît quelque chose de relativement abordable pour tout le monde, mais ça reste quand même un exercice pas simple, parce qu'il faut savoir identifier les oiseaux à la vue et à l'oreille, au moins les espèces communes, mais sur des zones relativement riches, on peut facilement avoir 40, 50 ou 60 espèces d'oiseaux potentielles sur un même point. Donc il faut avoir quand même une petite expérience pour pouvoir identifier à la fois à la vue et à l'oreille. Trier et reconnaître les oiseaux dans le chorus général. Donc, c'est vrai que en matinée, des fois, on peut avoir vraiment plusieurs individus qui vont chanter en même temps de plusieurs espèces. Donc, c'est important à la fois de détecter les espèces, mais également d'identifier, d'individualiser les individus. Et aussi d'essayer d'estimer les distances, parce que comme je le disais, la distance entre l'oiseau et l'observateur, c'est une donnée importante pour pouvoir estimer la probabilité de détection. Et donc, pour estimer ces distances-là, l'un des facteurs essentiels, c'est d'avoir la position de l'observateur lorsqu'il réalise son point. Et donc, il est impératif, lorsque vous réalisez une époque surnaturaliste, de enregistrer votre trace. Et donc, de bien cocher la case enregistrer la trace au début du lancement de votre époque. Et donc, il faut veiller à ce que le GPS soit bien calé. Donc, lorsque le smiley est gris et fait la grimace, ça veut dire que votre GPS ne vous a pas encore bien localisé. Lorsqu'il devient jaune, ça veut dire que c'est bon. Donc, bien attendre que le GPS vous ait correctement localisé pour commencer votre époque et donc avoir une distance individu détecté, position de l'observateur qui soit la plus précise possible. Donc, comment faire sur le terrain? Donc, ce qu'il faut avoir, bien évidemment, des jumelles, vu que pendant un point d'écoute, certes, on utilise majoritairement ses oreilles pour détecter les oiseaux chanteurs, mais aussi on a tout un tas d'oiseaux que l'on peut détecter à la vue, tout ce qui est les pigeons, les tourterelles, ça peut être aussi les corvidés, etc. Peut les détecter largement à la vue, donc c'est important de bien aussi les recenser. Avoir Naturalis sur Android, et avoir 5 minutes de tranquillité. Donc voilà, vraiment d'avoir 5 minutes où on peut se poser à un endroit dans un environnement sonore relativement calme pour pas être perturbé par des bruits parasites notamment. Où et quand? Ben, où c'est là où je me trouve, donc ça veut dire n'importe où. Donc, par exemple, sur son lieu de travail, lorsqu'on attend le bus, dans son jardin, donc chez des amis, dans la famille, lorsque l'on va faire de la randonnée, sur un point d'observation, sur une aire d'autoroute. Voilà, enfin bref, il y a vraiment tout un éventail de possibilités. Donc, c'est-à-dire vraiment lorsqu'on a un peu de temps et que l'on a envie de faire un relevé, une liste complète de 5 minutes sur, sur un endroit bien précis. Et donc, comme on s'appuie sur la masse, en fait, l'intérêt de ce dispositif-là, c'est d'en collecter le plus possible. Ben, c'est pas très grave si vous réalisez des époques au même endroit ou si vous réalisez des époques à la suite. Nous, derrière, en post-traitement, en fonction de la question qu'on va se poser, en fonction des données dont on a besoin, on va faire un peu notre cuisine sur les données. Et donc, tout l'intérêt est vraiment d'en avoir le plus possible. Et donc, quand j'ai 5 minutes, donc ça peut être voilà, la pause café, quand je vais promener le chien, en attendant que le barbecue soit prêt, voilà, donc c'est un petit peu tout un tas de situations possibles. Mais ça peut être aussi vraiment lorsque je vais faire du terrain c'est entre guillemets sérieux, hein, lorsque je vais aller prospecter un secteur. Par exemple, je vais en forêt, je vais faire une boucle de 5 ou 10 kilomètres en forêt. Eh ben, par exemple, tous les 500 mètres, je m'arrête 5 minutes et je fais une époque. Lorsque je vais en montagne, c'est particulièrement important en montagne parce que c'est là où on a le moins de données. Pareil, lorsque tous les 100 mètres, tous les 500 mètres, par exemple, je m'arrête, je fais une époque. Lorsque j'ai le temps, ça peut être vraiment très intéressant et permettre de collecter des données de haute qualité. Lorsque je suis sur mon site d'inventaire, donc j'observe à 360 degrés, mais en restant sur place. Donc c'est bien important
bien essayer d'observer et d'écouter tout autour de soi. C'est vrai que des fois, lorsque par exemple on est en lisière, lorsqu'on va avoir une zone ouverte devant soi et la forêt derrière, ben, on va avoir tendance à focaliser son esprit sur la zone ouverte et de ne pas forcément noter ce qui se passe derrière, euh, dans la zone plus fermée. Donc c'est bien important de se dire, je réalise un inventaire de la vie faune tout autour de moi pendant 5 minutes. Donc je vais détecter un individu. Si c'est au champ, je l'identifie par l'intermédiaire du champ. Derrière, je vais évaluer sa position sur le fond de carte et je vais le positionner. Donc voilà, avec le curseur rouge sur Naturalist. Je refais la même chose avec un autre individu. Et donc sur les histoires de distance, pas besoin de se poser de questions si, comme pour le stock, avec l'ancienne méthode du stock, où je devais savoir si j'étais dans la classe de distance entre 0 et 25 mètres, 25 et 100 mètres, entre 100 et 200 mètres, ben des fois, que je sois, si je suis à 80 ou 90 mètres, ou si je suis à 110 ou 120 mètres, ça fait changer de classe de distance. Mais sur les époques, on ne se pose pas de questions. On se dit, ben, je détecte l'oiseau, je vois qu'il chante sur l'arbre dans la haie à tel endroit, je vais le positionner sur la carte exactement au bon endroit. Et la distance, c'est nous qui la calculons derrière en post-traitement. Bien évidemment, lorsque vous êtes dans des milieux plus fermés, que ce soit en forêt ou des fois dans des zones très urbaines, ben, c'est plus compliqué d'arriver à évaluer la distance. Donc là, on essaie de faire au mieux. Si j'ai un oiseau qui se déplace au cours des 5 minutes, si par exemple je détecte une pie-grièche écorcheur posée sur un buisson, je sais pas, à 120 mètres de moi, et puis à la troisième minute, cet individu va s'envoler, se déplacer pour se poser à 150 mètres de là sur un autre buisson, ben, je ne vais pas saisir un deuxième individu. Je vais saisir la première observation de l'individu, c'est-à-dire à l'endroit où je l'ai détecté. Bon, ben, des fois, l'oiseau peut se déplacer sans qu'on s'en aperçoive. Et ben, c'est pas très grave. Dans ce cas-là, on va noter un deuxième individu qui sera le même, mais ça fait partie des biais liés à tout protocole sur le terrain. On ne peut pas être toujours précis sur ce que l'on observe, notamment en termes de comportement et de détection. Et donc, les oiseaux qui sont en transit sont notés comme tels dans le détail de l'observation. Je rajoute en vol. Donc ça, en fait, faut faire attention parce qu'il peut y avoir des cas particuliers. Si par exemple, j'observe une alouette des champs qui est en train de faire son vol chanté, alors certes, elle est en vol, mais l'information la plus importante, c'est qu'elle est en train de chanter, de parader, et que donc elle est bien cantonnée à l'endroit précis où je me situe. Donc là, je ne la note pas forcément en vol, mais je vais la noter plutôt comme étant un mâle chanteur. En revanche, j'ai un héron cendré qui est en vol direct, directionnel, et qui ne s'arrête pas, donc qui n'est pas lié à l'endroit où je suis. Donc là, lui, je vais le noter en vol. Et donc, pour vous aider, sur l'application Naturalist, donc on a les cercles concentriques. Et donc, le module époque vibre au bout de 5 minutes. Donc, au bout de 5 minutes, vous allez avoir une vibration sur votre téléphone qui vous dit, ça y est, je suis arrivé au bout de 5 minutes, je clôture, je conclue mon relevé. Et donc, ce qu'il faut éviter, c'est quelque chose d'assez important. Il faut bien se remémorer qu'on est sur un inventaire de la vie faune commune, donc vraiment les oiseaux communs. Donc, faire des époques uniquement dans les sites ornithos, les bons sites où on a le plus de chances d'observer des espèces rares ou d'avoir des fortes densités d'oiseaux, il vaut mieux éviter. C'est important d'y aller, d'en faire là-bas, mais pas que là-bas. Donc, si par exemple vous allez faire que des points dans des zones humides ou dans des réserves naturelles, ben, vous allez injecter un biais dans les données parce que vous allez surreprésenter les habitats qui sont riches tant en diversité qu'en abondance. Pareil, si vous déclenchez une époque après avoir détecté une espèce intéressante, donc par exemple vous vous baladez puis vous entendez un piquet pêchette, une espèce qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir partout, ah ben je déclenche spécifiquement une époque à cet endroit-là pour que le piquet pêchette, je puisse l'avoir sur l'époque. Ça c'est pareil,
ça peut injecter un biais dans le jeu de données, ben, parce que des espèces comme ça vont être surreprésentées par rapport à la réalité. Donc, on évite aussi de faire ça. Et évidemment, on ne note que les espèces détectées durant les 5 minutes. Donc, si vous lancez une époque, vous arrivez au bout de 5 minutes, vous clôturez la liste, vous repartez vers votre voiture, par exemple, et là, vous entendez le piquet pêchette que vous n'aviez pas eu pendant les 5 minutes, vous ne le notez pas. Là, vous pouvez saisir une donnée ponctuelle de piquet pêchette à cet endroit-là. Donc, la donnée remontera sur Fond de France, mais il ne faudra pas la rajouter dans l'époque. Donc voilà, c'est un suivi ornitho qui est relativement simple à mettre en place, qui est peu chronophage, parce qu'on peut réaliser une époque de 5 minutes dans la journée, comment faire 10, comment faire 20, mais voilà, il n'est pas du tout contraignant dans le sens où le protocole sur le terrain est assez simple et il n'y a pas ce côté réplica ou obligation de se rendre à un point particulier qu'on peut avoir dans d'autres dispositifs comme le stock, comme le choc ou même comme les époques ODF. Donc on détecte on a une bonne détection des espèces communes. On peut aussi utiliser ces méthodes-là pour ben, ces observations personnelles, se dire ben moi j'ai une zone d'étude autour de chez moi que je fréquente régulièrement, et ben je vais réaliser 30, 40, 50 époques dans la zone et au cours de la saison, je vais pouvoir voir des espèces arriver, des espèces partir et au cours du temps, je pourrais utiliser ces données pour pourquoi pas ben, me dire ben voilà au début quand je faisais mes époques ben, le piquet pêchette, c'était une espèce que je notais sur un ou deux points, et maintenant, je la note quasiment sur 50% de mes points. Donc voilà, ça vous permet d'avoir des billes, entre guillemets, très concrètes pour essayer d'évaluer qu'est-ce qui se passe autour de chez vous. Voilà, donc on peut répéter autant que souhaité. Ça permet aussi d'être un bon exercice pour la détection rapide des espèces. Et donc, pourquoi pas commencer des époques au début pour s'entraîner et basculer derrière sur un programme stock pour voilà, avoir sa contribution aussi à ce programme stock qui est si important pour nous. Voilà, et donc des valorisations qui sont très nombreuses, comme on l'a montré dans le cadre de la thèse, vraiment un programme scientifique basé sur de la science participative qui a vraiment fait ses preuves. Voilà, donc on vous encourage tous à réaliser des époques autour de chez vous. La période s'y prête bien. Voilà, merci.